Un Lyonnais à Nancy. Bonjour Vincent Carry. Bonjour. Vous êtes directeur d'Artifarty, qui est notamment connu pour être la structure porteuse du festival de musique Nuit Sonore basé à Lyon. Et vous êtes présent ici au forum Entreprendre dans la culture de la région Grand Est pour intervenir sur une table ronde dans quelques instants. On va parler ensemble entrepreneuriat culturel, qui est évidemment le thème du forum ici à Nancy. Artifarty, c'est 70 salariés, plus de 6 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est une véritable aventure entrepreneuriale. Oui, c'est même un peu plus que ça d'ailleurs, parce que nos chiffres changent rapidement. On a passé la barre des 80 salariés sur l'ensemble de l'écosystème. Donc c'est assez inédit. C'est surtout inédit dans le contexte dans lequel on est pour une structure totalement indépendante, c'est-à-dire qui n'appartient qu'à elle-même et qui entend le rester. Donc ça, c'est peut-être là qu'il y a une petite singularité. Et alors, vous avez différents projets à destination des entrepreneurs culturels, notamment autour de la Halle Girard, bâtiment central à Lyon, je crois au bord du Rhône, avec un projet qui s'appelle l'Hôtel 71, c'est ça? Oui, en fait, il y a deux projets. Il y a un projet qui a été lancé il y a plusieurs années déjà de réhabilitation d'un ancien hôtel particulier qu'on a nous-mêmes rebaptisé Hôtel 71, en effet, dans lequel on a l'ambition d'installer un certain nombre d'acteurs des filières créatives, culture et médias. Donc ça, c'est un projet qu'on a lancé il y a quelques temps sur un peu plus de 1000 mètres carrés, donc vraiment sur un format de petit immeuble qui va intégrer un certain nombre d'acteurs pour créer des synergies, accompagner des porteurs de projets, etc. Ça, on le fait en partenariat avec nos amis aussi de Saint-Ilio, qui sont eux de leur côté en train de créer une plateforme d'accompagnement des projets culturels et qu'on va connecter à ce projet-là. Et puis de l'autre côté, il y a un projet qui est le projet de la Halle Girard, que la métropole de Lyon a désigné comme le lieu d'accueil du futur lieu totem de la French Tech lyonnaise. Donc là, on est vraiment sur les métiers de l'incubation, de l'accélération des startups et notamment dans le secteur digital. Et l'intérêt, c'est que ces deux bâtiments sont voisins et qu'on va évidemment créer un certain nombre d'interactions et de porosité entre les deux projets, parce qu'on pense aujourd'hui que le secteur créatif a pas mal de choses à apporter à l'esprit d'entreprendre, et notamment aux startups. De quel constat êtes-vous parti pour vous lancer dans ce projet? Il y a un besoin d'accompagnement des entrepreneurs culturels en région Rhône-Alpes. C'est vous, en tant qu'entrepreneur, vous avez identifié un certain nombre de failles, de besoins qui n'ont pas été, que vous n'aviez pas eu à disposition au moment du démarrage de votre aventure? En fait, j'ai eu la chance, quand j'ai participé à l'aventure de la Gaîté Lyrique à Paris pendant 8 ans, avec Steven Hearn, d'assister au lancement de l'incubateur Creatis qu'on avait donc installé au dernier étage de la Gaîté Lyrique, puis avec une annexe à côté, boulevard Sébastopol. Et dans ce lieu, j'y ai vu passer beaucoup en fait de mes amis lyonnais et rhône-alpins, qui donc venaient s'installer à Paris pour profiter du contexte Creatis et donc de cet incubateur. Et ça nous a quand même laissé imaginer qu'il y avait un potentiel important et que d'une certaine façon, Lyon aujourd'hui et la région avaient atteint quand même un niveau d'énergie entrepreneuriale, une dynamique économique, une dynamique culturelle, etc., qui était suffisante pour qu'on puisse avoir un outil en région et pas nécessairement exiger des jeunes entreprises, des jeunes projets culturels qu'ils aillent sur Paris pour trouver un dispositif d'incubation. Donc ça a été vraiment l'idée de départ. Et puis on l'a proposé aux acteurs du territoire de la Confluence, qui est un quartier qui lui-même accueille beaucoup de projets culturels et médias d'une façon générale, et donc il y a un peu une sorte de couleur. Et ce projet a plu à tout le monde, donc on l'a lancé. On parle beaucoup de start-up. En ce moment, il y a une tendance forte, effectivement, autour de l'entrepreneuriat tourné vers les innovations numériques. On le verra tout au long de la journée. Ici, à Nancy, c'est pas forcément un écosystème qui est très tourné vers les startups. Je parle pour l'écosystème culturel. On va avoir un certain nombre d'autres structurations. Vous, à Lyon, c'est une tendance forte. Vous vous tournez vers l'accompagnement spécifique des startups, des industries culturelles et créatives, ou au contraire, c'est ouvert à d'autres formes entrepreneuriales? Ah non, c'est très largement ouvert à d'autres formes entrepreneuriales. D'ailleurs, nous-mêmes, on revendique rien de particulier en la matière. Il se trouve qu'on a une association, qu'on a donc
un parcours qui est assez atypique par rapport à ça et qui reprend toutes les valeurs du secteur associatif, notamment les notions d'intérêt général, les notions de désintéressement, etc. Mais on emprunte au champ entrepreneurial des modalités pour créer des modèles économiques aujourd'hui qui sont extrêmement complexes à inventer. Et c'est un peu ce travail-là qu'on a fait depuis 15 ans pour arriver à pérenniser un projet, pérenniser une structure, essayer d'en limiter la zone de risque et surtout d'en conserver l'indépendance qui est pour nous absolument prioritaire. Il y a encore beaucoup d'acteurs culturels qui sont très dépendants des subventions publiques et même qui se retrouvent dans une certaine fragilité liée à cette dépendance. Vous avez abordé la question du modèle économique, sujet dont on va beaucoup échanger ces 2 prochains jours avec les différents porteurs de projets. Aujourd'hui, entreprendre dans la culture, c'est savoir mixer les sources de financement, c'est savoir trouver une forme d'agilité économique. Oui, c'est une grosse partie du sujet, en effet. La pérennité tient en grande partie en effet à la mixité des ressources. Nous, on travaille évidemment, mais ça, de ce point de vue-là, on n'a rien inventé avec 3 typologies de ressources, qui sont celles de l'autofinancement et des recettes propres liées aux billetteries, aux activités annexes, etc. Celles qui sont liées au secteur de l'entreprise, du mécénat, du sponsoring, et puis celles du secteur public, qui sont dans notre cas très minoritaires, puisque pour Artifarty c'est 17%, et pour notre écosystème c'est grosso modo 7%, 7 à 8%. Néanmoins, le travail que nous on a fait en particulier, il est à l'intérieur de ces blocs-là, c'est-à-dire qu'on est allé chercher de la diversification à l'intérieur de chacun de ces 3 blocs. Donc notamment, par exemple, en étant moins dépendant strictement de Nuit Sonore pour notre part d'autofinancement, la part relative du Festival Nuit Sonore a considérablement baissé dans notre écosystème au fur et à mesure des années. À l'intérieur du bloc entreprise, d'aller chercher des ressources du côté de nos métiers, c'est-à-dire de dire comment est-ce que ce qu'on a acquis en 15 ans, les savoir-faire qu'on a acquis, comment est-ce qu'ils peuvent être des sources de ressources futures pour nos projets. Et puis à l'intérieur du bloc de financement public, là aussi diversifier le plus possible, c'est-à-dire ne pas être dépendant d'un partenaire public ou d'une alternance politique ou d'un contexte particulier. Et nous, notamment, on est allé aussi chercher du côté européen pour apporter des ressources externes à notre territoire. Donc au départ, Artifarty, c'est un festival de musique et le projet culturel global. Aujourd'hui, ça tourne vers l'urbanisme, de la restauration, de l'accompagnement à la création d'entreprises, une multitude d'activités qui finalement qui sont assez légitimes et dans la continuité de votre projet initial. Quel est le discours qu'on peut apporter aux acteurs culturels aujourd'hui par rapport à cette question de faut-il... je vais reformuler ma question, mais est-ce que l'on corrompt notre projet initial à partir du moment où on se développe dans un certain nombre d'activités qui peut-être vont créer du lien d'ailleurs sur le territoire ? Nous, en l'occurrence, la question ne se pose pas vraiment dans notre cas parce que nous, le fait de créer des activités de complément, ça n'est pas pensé simplement que pour créer des ressources, c'est aussi pour créer une boîte à outils opérationnelle pour faire des projets culturels. Quand on crée l'agence AKA à Paris, qui est une agence de booking et de tour pour une trentaine d'artistes, on le fait dans un but très précis de constitution d'un outil qui est extrêmement utile à Nuit Sonore, qui est extrêmement utile au sucre, qui est extrêmement utile à l'ensemble de nos projets internationaux, etc. Quand on crée le sucre il y a 5 ans, on crée aussi un lieu pour y faire émerger des profils artistiques qu'on suit, pour y faire y modéliser des projets culturels qu'on va ensuite développer sur d'autres territoires, pour y modéliser des scènes artistiques qu'on va retrouver ensuite sur Nuit Sonore, etc. Donc tout ça est très interagissant. Il y a pas, on pourrait pas par exemple développer une activité qui n'aurait rien à voir avec la nôtre simplement au motif qu'elle créerait de la rentabilité pour financer des projets culturels. Ce serait pas suffisant. Pour qu'on développe une activité, il faut d'abord que, entre guillemets, qu'elle n'existe pas totalement sur le marché, c'est-à-dire qu'on dise là il nous manque quelque chose, il nous manque cet outil. Si cet outil existe, on préfère s'allier avec la personne qui le porte et travailler avec lui plutôt que de le recréer. Si cet outil n'existe pas, qu'on en a besoin, on va le créer avec 2 objectifs, le développement de cette boîte à outils et créer des ressources pour développer notre écosystème et pour développer surtout des projets culturels. Finalement, une entreprise culturelle, c'est une entreprise comme les autres ?
Pas tout à fait dans notre cas. Tout dépend de ce qu'on entend par entreprise culturelle. Et je pense que là, il y aurait un petit travail préalable de définition. Mais je pense qu'il faut qu'on distingue quand même principalement deux choses. Les gens qui sont dans une logique d'intérêt général, qui peuvent emprunter, encore une fois, des valeurs à l'esprit d'entreprendre, mais qui n'empruntent pas aux valeurs du capitalisme et de l'entertainment à très forte rentabilité. Parce qu'aujourd'hui, sur le marché culturel, il y a aussi des acteurs qui sont là de plus en plus pour faire de la rentabilité et dont c'est l'objectif prioritaire. Ça n'est en aucun cas notre position. Parce que nous, notre position n'est pas de rémunérer des actionnaires que nous n'avons pas, puisque nous n'appartenons à personne et que nous sommes une association de loi 1901. Notre objectif, c'est de créer de la valeur culturelle et de créer de la valeur artistique et de pouvoir développer des projets, y compris quand ils ne présentent pas de modèle économique crédible, et donc d'essayer de trouver des solutions à un endroit et dans une génération où les financements ne se sont pas raréfiés, comme on le dit régulièrement, mais ont en large partie disparu pour ce qui concerne les financements publics. Donc c'est ça qui est important. On va terminer sur un exemple d'entreprise, d'entrepreneur culturel dans toutes les rencontres que vous avez pu faire ces dernières années. Est-ce qu'il y a un porteur de projet qui vous a impressionné, soit par son idée, son modèle économique ou tout autre facteur que vous jugez pertinent ? Oui, on en voit énormément. Ce que je trouve très intéressant en ce moment, parallèlement d'ailleurs au développement du secteur culturel innovant, c'est le développement du secteur média, qui est vraiment, je pense, le plus foisonnant. Je pense à des gens comme Street Press, par exemple, aujourd'hui, avec lesquels on commence quelques collaborations. Je pense aussi beaucoup à des formats assez innovants de tiers-lieux, et en particulier, par exemple, dans les pays de l'Est, où il y a beaucoup de choses qui sont vraiment intéressantes qui se passent en ce moment. Nous, on essaye d'avoir aussi, on n'en a pas parlé, mais on a une approche très européenne de nos sujets. On connecte vraiment les acteurs européens entre eux, c'est ce qu'on essaye de faire. Dans cette catégorie d'acteurs, on est dans un travail de lien avec beaucoup de partenaires. Et je pense notamment au projet We Are Europe qu'on porte avec 8 partenaires européens. J'ai beaucoup d'estime, par exemple, pour notre ami Anastasios qui dirige le festival Reworks et qui a créé le forum Agora à Thessalonique en Grèce, parce qu'il faut savoir qu'il y a des acteurs culturels dans d'autres pays européens qui sont très 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 loin d'avoir les contextes qu'on peut avoir nous en France en termes d'outillage, d'accompagnement, y compris universitaire, de capacité à aller chercher des financements privés, de capacité à aller chercher des publics, etc. Sur des territoires comme la Grèce, c'est des combats qui en ce moment sont extrêmement difficiles du fait de la précarité d'un certain nombre d'institutions et même socialement une situation assez difficile. Il y a des acteurs vraiment extrêmement méritants en Europe aujourd'hui et qui défendent des valeurs et qui sont engagés, et c'est ceux-là que j'ai envie peut-être de saluer. Eh bien, merci Vincent Carry, ce sera le mot de la fin. Entreprendre, c'est aussi dépasser les frontières pour faire naître de nouvelles collaborations et apprendre de nouvelles pratiques professionnelles. On poursuit la journée ici au Forum Entreprendre dans la Culture à Nancy avec plus d'une trentaine d'ateliers et de tables rondes autour de l'entrepreneuriat culturel. Merci, à tout de suite sur Culture Veille. Merci.